Donc, pour cette présentation, je vais me baser sur un essai qui est réalisé à Changin. Donc, c'est à la station expérimentale du domaine d'Agroscope, donc qui est basée à Nyon, donc pas très loin de Genève, dans la Suisse romande. Donc là, j'ai mis 6 photos de choses qui avaient plutôt bien marché, dont on était assez content dans l'équipe qui gère Herbiscope. Et puis juste après, j'ai une autre slide avec des choses qui font un petit peu plus peur, où on était un peu moins content de nous. Donc voilà comment s'organise Herbiscope. Donc on a ici une rotation qui va être la même sur les différentes stratégies. Donc ici par exemple, donc c'est blé suivi de betterave, suivi de pois, suivi de colza, suivi d'orge, suivi de soja. Donc ce qu'on voit, c'est que tant en utilisant ce ratio de biomasse qu'en utilisant le ratio de volume, donc l'autre méthode qu'on a testée, on n'a pas de différence significative entre les 5 stratégies et les 3 années. Et donc, on peut dire que c'est possible de gérer les adventices sans perte de rendement en réduction du travail du sol et des herbicides. Par contre, ça demande de gérer les accidents de parcours qui peuvent avoir des conséquences. Et il faut s'attendre, voilà, pas des réussites toutes les années. Donc, bienvenue à cette ce nouveau webinaire du Centre national d'agroécologie. Euh, donc, on organise de manière quasi hebdomadaire des webinaires sur des sujets, on va dire, d'agroécologie, donc la conciliation de la performance économique et environnementale. Moi, c'est Martin, je travaille au Centre national d'agroécologie. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Sandy Masson, qui est chercheuse chez Agroscope et qui va nous parler euh, d'un projet long terme qu'ils ont mené sur la gestion des adventices avec réduction du travail du sol et réduction des herbicides, le tout en essai randomisé, long terme, en grande parcelle, etc. Juste avant ça, pour ceux qui sont déjà en ligne, dans un de nos projets, donc au Centre national d'agroécologie, on a gagné un projet Ecophyto où on documente les pratiques de semi-direct sur couverture semi-permanente et notamment de gestion de l'enherbement. Donc, si vous avez des retours de pratique, que ce soit technique, d'un point de vue technicien ou si vous êtes agriculteur, n'hésitez pas à nous faire un mail sur le formulaire de contact du Centre national d'agroécologie et on sera très content de documenter vos retours techniques. Sans plus attendre, Sandy, je vais te laisser la parole. Et bien sûr, tout au long de la présentation, s'il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à le mettre dans le chat YouTube. On prendra un petit moment à la fin de de la présentation de Sandy pour pouvoir justement prendre un temps pour répondre à vos questions. Sandy, je coupe mon micro et c'est à toi. Bonjour à tous. Et merci au Centre national pour l'agroécologie de m'avoir invité à présenter donc, quelques résultats sur la thématique de la gestion des adventices en réduction du travail du sol et des herbicides. Donc, pour cette présentation, je vais me baser sur un essai qui est réalisé à Changin. Donc, c'est à la station expérimentale du domaine d'Agroscope, donc, qui est basée à Nyon, donc pas très loin de Genève, dans la Suisse romande. Et donc là, vous pouvez voir sur cette photo, en fait, à quoi ressemble ce dispositif vu de haut. Et puis ça vous permet un peu de voir tous les éléments paysagers autour. Donc vous voyez qu'on est sur 2 bords de l'essai avec un bois, et puis sur 2 autres bords plutôt avec des grandes cultures où on a également des essais de la station et une parcelle arboricole ici. On a au loin donc la chaîne du Jura, que vous pouvez voir là-haut, et puis le lac Léman. Voilà. Donc, avant de commencer ma présentation, j'ai quelques questions pour un peu connaître les personnes qui sont aujourd'hui en train d'écouter ce webinaire. Donc, je vous propose un Mentimeter. Hop. Donc, en fait, le but, c'est de se connecter ici sur menti.com et ensuite, vous mettez le code qui est juste ici en haut. Je vais remettre du début. Voilà. Et puis, ça me permet de savoir un peu la première question, c'est un peu le nombre de personnes qui viennent de France et le nombre de personnes qui viennent de Suisse. Donc, on a diffusé dans les 2 pays le webinaire. Donc, je vous laisse quelques minutes pour pouvoir répondre à cette première question. Donc, c'est sur menti.com et le code, c'est 87 35 25 18. Vous pouvez répondre sur les smartphones ou sur l'ordinateur, comme vous voulez.
J'ai recollé l'URL et le code dans le chat YouTube. Et Donc juste là, on pour a combien de information, participants en tout? nous sommes 45 participants pour l'instant, hors nous deux, bien sûr, donc 47. Et pour info, il y a toujours un petit temps de délai de quelques dizaines de secondes vis-à-vis de YouTube. Donc, c'est pas complètement synchronisé en pur direct. Bon, ça a l'air de marcher. Merci aux personnes qui se sont mises sur l'appli. Bon, on a une majorité de Français apparemment. Ah, les Suisses se réveillent. Super. Bon, bah, je vais avancer sur la deuxième question. Donc là, c'était un peu pour savoir voilà, qui dans l'Assemblée est plutôt agriculteur, agricultrice, plutôt dans des métiers de conseil ou plutôt dans la recherche. Et puis, pour commencer à rentrer dans le sujet, ah non, encore une autre petite question, mais au niveau de vos systèmes de production, donc pour ceux qui sont agriculteurs, est-ce que vous produisez en agriculture de conservation? Est-ce que vous limitez l'usage des herbicides? Est-ce que vous combinez les deux, à la fois AC et limitation des herbicides? Est-ce que vous êtes en bio ou est-ce que vous êtes en bio et en AC? Et puis, pour ceux qui ne sont pas agriculteurs, vous pouvez aussi indiquer en fait votre domaine d'activité. Est-ce que vous travaillez dans, dans ces systèmes de production? Et puis, je vais passer à la dernière question. Donc là, l'idée, en fait, c'est que vous puissiez écrire qu'est-ce que ça veut dire pour vous, gérer les adventices en réduisant le travail du sol et les herbicides. Vous pouvez écrire des mots-clés ou vous pouvez écrire une phrase pour un peu comprendre vos attentes et également, voilà, peut-être vos expériences si vous avez déjà travaillé dans ce type de système. Ok, bah super, bah merci beaucoup. Donc on voit pas mal de choses sur couverture du sol, allongement de la rotation, utiliser le vivant. Donc je vois qu'il y a des gens aussi qui sont plutôt en système légumier maraîchage. Moi, je vais plutôt parler du coup des grandes cultures, mais il y aura des choses qui seront sûrement adaptables. Merci beaucoup en tout cas. Alors, bah, du coup, je vais commencer ma présentation et puis je reviendrai sur le Mentimeter à la toute fin. Comme ça, vous pourrez aussi faire le lien entre ce qu'on a dit au début et puis après la présentation, quelles sont un peu vos remarques. Voilà, alors moi, bah, pour répondre un peu à cette question aussi, qu'est-ce que c'est gérer les adventices en réduisant le travail du sol et les herbicides? J'ai voulu commencer déjà par une série de photos. Donc là, j'ai mis 6 photos de choses qui avaient plutôt bien marché, dont on était assez content dans l'équipe qui gère Herbiscope. Et puis juste après, j'ai une autre slide avec des choses qui font un petit peu plus peur, où on était un peu moins content de nous. Donc ici en haut à gauche, donc c'était dans le colza, un sous-semis multi-espèces qui était donc en association sur une parcelle en semis direct. Ensuite, ici au milieu, c'est une destruction d'un couvert relais de seigle avant un semis de soja avec l'électroherbe. Ici à droite, c'est des betteraves qui sont en travail réduit du sol sans aucun herbicide. Donc là, en 2023, c'était la 4e année d'essai. Et on était assez satisfait en juin d'avoir une parcelle voilà, où on avait réussi à gérer les adventices autant sur le rang que sur l'interrang, parce que les 2 premières années de betterave ont été vraiment très compliquées dans ce système. Voilà, malgré que on voit qu'il y avait quand même pas mal de pertes de pieds, mais je vous expliquerai pourquoi après. Ensuite, ici, on était dans du blé et on voit ici en fait un petit trèfle qui commence à pousser. Donc voilà, c'est toujours assez joyeux quand on voit que le sous-semis arrive. Ici, donc, c'est une association en pois et orge dans la partie travail du sol réduit sans herbicide. Et ici, à droite, donc, c'est dans une culture de betterave. Donc là, on était dans une parcelle labourée où on peut utiliser les herbicides, mais on a voulu tester une association avec de la févrole.
Donc au départ, on s'est inspiré en fait de nos collègues qui travaillent en entomologie. Et puis suite au retrait des néonicotinoïdes qui essayaient de tester des associations pour limiter l'impact des insectes. Et on s'est dit, bah voilà, ce serait intéressant de voir aussi quel est l'effet pour gérer les adventices de cette association. Donc maintenant, ça, c'est les choses qui étaient un petit peu moins sympas. Donc là, en haut à gauche, c'est la parcelle en labour sans herbicide. Donc pareil, depuis 4 ans d'implantation. Donc c'était en automne 2023, on avait eu beaucoup de pluie, on n'avait pas réussi à sarcler. Donc là, on voit voilà, que les adventices se développent pas mal et on a de plus en plus de mal à voir les rangs de colza. Ensuite, ici, c'est toujours en 2023, dans une des parcelles d'orge en semi-direct, on a eu une invasion de vulpes qu'on n'avait pas vue du tout depuis le début de l'essai, qui n'était pas une adventice présente sur la parcelle au départ. Là, c'est une parcelle de blé labourée en novembre 2020, où on a eu en fait énormément de pluie juste après le semis du blé. Et en fait, voilà, ça avait claqué. On n'avait plus du tout on a dû ressemer du blé de printemps. Ici en bas à gauche, c'est le soja. Donc là où on avait passé l'électroherbe, on était plutôt satisfait. En fait, quand on a semé le soja, on s'est rendu compte que ça avait énormément tassé le sol. Et comme on était en semi-direct, du coup, on n'avait pas beaucoup de moyens en fait pour décompacter. Et donc, on voit en fait l'influence. Après, voilà, on avait vraiment des zones d'eau stagnante, un développement adventice important. Ici, donc, c'était les betteraves en système, donc travail du sol réduit sans aucun herbicide en 2021. Donc, vous voyez la différence avec la photo que j'ai mise tout à l'heure. Donc là, c'était 2 ans auparavant. C'était la première année qu'on faisait les betteraves sans aucun herbicide. Donc, voilà, invasion de régras. Et puis ici, à droite, c'est donc dans la parcelle labourée sans herbicide. Juste avant la récolte de l'orge en 2024, où là, voilà, on avait pas mal de vulpins qui commençaient à dépasser. Donc, du coup, c'était un peu pour vous montrer que bah, quand on travaille voilà, sans travail du sol et ou sans herbicide, il y a des choses qui réussissent, où on est très content, et puis il y en a d'autres où voilà, on n'arrive pas tout le temps à, à bien maîtriser les choses. Et du coup, voilà, c'est un travail de longue haleine où il faut avoir une certaine flexibilité aussi. Et puis voilà, j'étais assez d'accord avec le mot anticiper qui est ressorti tout à l'heure. Donc maintenant, je vais vous montrer aussi l'équipe qui travaille sur l'essai. Donc on est 6 personnes sur la partie terrain. Donc là, au centre, c'est Nicolas Widmer, c'est le responsable du domaine agricole de la station. Et puis Cyril ici et Mathieu ici, c'est les collaborateurs agricoles qui travaillent avec Nicolas. Là, donc c'est moi, donc moi je m'occupe de la partie en fait décision des interventions, donc toujours en collaboration avec Nicolas. Et puis je fais aussi le suivi Malherbe, donc avec Marie qui est la technicienne sur la partie relevée de flore, et Yves, pardon, qui est le technicien sur la partie tout ce qui est récolte, piquetage, désherbage manuel aussi de temps en temps pour les chardons. Voilà, donc ici c'est quelques rappels du contexte suisse, donc c'est plutôt pour les Français. Donc on a une politique agricole en Suisse qui est spécifique, donc on ne fait pas partie de l'Union européenne. Et on a ce qu'on appelle les prestations écologiques requises, donc c'est 9 exigences qu'on doit suivre, qui sont une obligation pour recevoir les paiements directs. Et donc, il y en a 2 que j'ai mis en relief ce soir. Donc, le premier, c'est la rotation diversifiée avec au moins 4 cultures différentes et une proportion maximale pour chaque culture ou catégorie. Donc, ces proportions, c'est 66% pour les céréales, 25% pour betterave, colza, pommes de terre, soja, tournesol, voilà, pour exemple. Et puis, il y a aussi une deuxième exigence sur l'utilisation des produits phyto. Il y a des restrictions sur les herbicides de prélevés et sur l'usage des insecticides. Donc, en fait, on doit demander des dérogations pour utiliser certains insecticides à certaines périodes. Et on doit justifier aussi qu'on suit des seuils d'intervention pour l'utilisation, donc notamment des insecticides, mais il y a aussi des seuils d'intervention qui existent pour l'utilisation des herbicides, voilà, dont on peut discuter la pertinence, mais en tout cas qui sont censés être suivis dans la loi agricole. Et ensuite, on a des contributions financières qui sont facultatives, donc volontaires. Donc, notamment le système de production Extenso,
Lorsqu'on s'inscrit dans ce système, on ne doit pas utiliser ni régulateur de croissance, ni fongicide, ni insecticide. Donc jusqu'alors, c'était une inscription qui pouvait se faire pour une parcelle, c'était à la parcelle, et depuis 2 ans, il y a une nouvelle réforme, et maintenant c'est à l'échelle d'une culture. Donc par exemple, si on choisit de le faire dans le blé, on doit mettre toutes ces parcelles de blé en extenso. Et donc le système extenso, c'est un système qui est quand même très développé en Suisse. Il y a plus de 50% des surfaces cultivées en grande culture qui sont sous ce système. Il y a eu un fort développement dans les années 90 à 2000 des variétés tolérantes, ce qui a permis d'abord dans les céréales, puis dans les oléoprotéagineux voilà, de développer à grande échelle ce type de production. Et puis donc il y a bien sûr le soutien financier grâce à la contribution qui permet aussi de compenser des éventuelles pertes de rendement. Et ce qui fait que les herbicides sont la catégorie, donc en quantité de substances actives, qui est donc la plus utilisée en Suisse, et principalement ici, vous voyez, dans les betteraves à sucre et le maïs. En parallèle, il y a eu un plan d'action pour la réduction des risques liés aux produits phytosanitaires qui a été mis en œuvre à partir de 2017, donc il y a une durée de 10 ans. Donc on est en train de finaliser ce plan et de faire les premiers bilans. Et donc, grâce, ou en tout cas par le biais de ce plan, il y a eu plusieurs outils qui ont été développés. Donc, il y a eu une nouvelle contribution financière à destination des agriculteurs, cette fois vraiment ciblée sur les herbicides, donc pour la renonciation totale ou partielle aux herbicides. Il y a eu des fonds pour donner à la recherche pour développer des alternatives à la protection chimique des plantes et pour développer la protection intégrée. Donc, Herbiscope, qui a démarré en 2019, est vraiment un exemple concret. Et il y a ce qu'on appelle les projets de protection des ressources. Donc, c'est des projets en fait qui sont vraiment réalisés chez les agriculteurs, dans les fermes. L'objectif, c'est de tester concrètement des innovations et de voir aussi leurs applications techniques, quelles sont un peu leurs limites en fait quand on veut les développer à plus grande échelle, et notamment aussi de voir leurs résultats économiques. Et donc, il y a un projet en particulier qui s'appelle Pestired, où l'objectif est de réduire de 75% les produits phyto avec une perte de rendement économique de 10% au maximum. Voilà. Donc, je ne vais pas détailler plus que ça Pestired aujourd'hui, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site internet donc pestired.ch pour avoir plus d'infos. Donc, je vais maintenant vous présenter le dispositif expérimental d'Herbiscope. Donc, vous voyez ici le petit rond rouge, c'est pour vous situer où est la station expérimentale par rapport à la Suisse. Donc, on est vraiment très au sud. Donc, sur la parcelle, il y avait une rotation ces 10 dernières années qui était constituée de blé d'hiver, tournesol, orge d'hiver, soja, blé d'hiver, maïs, blé, pois, avec labour tous les ans et application régulière d'herbicides. Donc ça, c'est voilà, quand on a récupéré la parcelle, un peu le contexte historique. Juste avant le début de l'essai, l'année d'avant, c'était un précédent en pois. Puis, après la récolte en juillet, on a semé dans la foulée un mélange de facélie, avoine, radis, niger et trèfle d'Alexandrie, qu'on a broyé 2 mois après le semis. Et on a laissé les résidus à la surface du sol. Au niveau du climat, donc on a à peu près 1000 mm au niveau de la pluviométrie, une température moyenne de 12 degrés, avec donc en hiver une température moyenne de 2,9 degrés. Donc on a souvent du gel. En tout cas, voilà, ces années, ça commence un peu à se réchauffer en hiver, mais en tout cas, voilà, pour la destruction des sous-semis, on compte vraiment sur le gel hivernal. Et puis une température moyenne de 21,7 degrés en été. Et puis donc là, sur les 5 années que je vais présenter, donc entre 2019 et 2024, on a eu donc l'année 2020 était dans la norme. En revanche, donc tout ce qui est automne 2020 et été 2021, on a eu donc une saison très humide à la fois pour les semis de blé et à la fois pour toute la période du printemps et des récoltes. Et à contrario, en 2022 et 2023, là, on a eu des années très sèches. On était vraiment beaucoup plus sec que la norme.
Et puis 2024, on était de nouveau humide en automne-hiver. On a été vraiment humide en fait. Ouais, vous allez voir après, on a dû décaler nos semis de printemps parce qu'on était vraiment encore sous l'eau. Et puis c'est resté assez humide et froid en juin, juillet, donc au moment des récoltes. Donc voilà comment s'organise Herbiscope. Donc on a ici une rotation qui va être la même sur les différentes stratégies. Donc ici par exemple, donc c'est blé suivi de betterave, suivi de pois, suivi de colza, suivi d'orge, suivi de soja. Mais en fait, on a divisé la parcelle en trois. Donc là, vous voyez par exemple les trois du milieu. Ici, ça représente un bloc qui a commencé en 2020 par la culture du blé. Donc on a 3 répétitions et on a aussi 3 années où on va avoir du blé. Donc si je prends l'exemple du blé, par exemple en 2020, il était sur ce bloc central. En 2021, il était sur le bloc ici. Et puis en 2022, il était sur le bloc là. Ce qui fait qu'à chaque fois, on a 3 années pour une culture et 3 répétitions spatiales. Et donc là, c'est les 5 stratégies qui sont testées. Donc on a un labour sans herbicide. Donc là, on fait un labour systématique tous les ans et par contre, on n'utilise jamais d'herbicide. Ensuite, on a un labour avec herbicide. Donc là, c'est aussi un labour systématique tous les ans et on s'autorise l'usage des herbicides, mais on essaye de les réduire. Ensuite, on a une stratégie un peu centrale qui est donc un labour réduit. Donc en fait, c'est sur les 6 ans de l'essai, on va essayer de labourer plutôt 1 an sur 2 ou 1 an sur 3. Donc on va essayer de réduire la fréquence de labour sur la rotation. Et là, on autorise aussi l'usage d'herbicides tout en essayant de les réduire. Et puis ensuite, on a 2 stratégies en réduction du travail du sol. Donc la première, c'est donc travail du sol simplifié sans herbicide. Donc là, on s'autorise un travail du sol jusqu'à 15 cm de profondeur et on s'autorise aussi autant de passages que nécessaire. Et en opposition, sur la partie semi-directe avec herbicide, là, par contre, on s'autorise quand même certaines fois dans la rotation des petits grattages à 5 cm maximum, mais vraiment en cas de gros problèmes. Et sinon, on maximise en fait la couverture du sol, les sous-semis, et on s'autorise l'utilisation d'herbicides. Ensuite, voilà, donc sur la parcelle aussi, les spécificités, donc c'est qu'on est en système extenso pour les céréales. Donc sur l'orge et sur le blé, on n'utilise pas de régulateur, insecticides, fongicides. Sur les colzas, on s'autorise les insecticides si nécessaire. Donc on suit en fait les vols de ravageurs avec des cuvettes jaunes. Et puis sur les betteraves, on s'autorise aussi insecticides et fongicides si besoin en suivant. Donc là, on est en fait on s'aide avec l'équipe d'entomologie qui nous fait un peu des relevés, donc pas directement sur Herbiscope, mais sur les parcelles adjacentes. Et ensuite, au niveau de la gestion de l'azote, du choix des variétés, des dates de semis, on ne modifie pas. Donc, on pourra en discuter à la fin, parce que ça peut être aussi une limite dans la conduite des stratégies. Mais en tout cas, voilà, ce qui bouge, c'est seulement ce qui concerne la mise en œuvre ou pas de sous-semis, le travail du sol et le désherbage mécanique ou l'usage des herbicides. Donc ici, je vous présente un peu les relevés qu'on fait. Donc au niveau du suivi Malherbe, on fait 3 fois des relevés dans l'année. On fait un relevé en automne, donc courant novembre, soit pour les cultures d'automne, juste après, enfin au moins 2 semaines après les désherbages d'automne, ou si c'est en culture de printemps, dans le couvert végétal avant sa destruction. Ensuite, on fait après tous les désherbages de printemps. Donc généralement pour les céréales, par exemple, c'est courant mai, à peu près au stade floraison. Et on fait un dernier relevé juste avant la récolte. Et puis ensuite, on a à chaque fois 2 ou 3 types de relevés. Donc on a ce qu'on appelle le parcours en W. Donc là, voilà, là c'est un schéma de la parcelle. On va en fait parcourir la parcelle en formant un W et on va noter toutes les espèces qu'on rencontre lors de cette marche dans la parcelle et leur abondance selon des classes que je vais montrer juste après, pardon. Et en parallèle, on fait une estimation de volume d'adventices dans 8 cadres
qui sont schématisés le long du W et qui nous permettent en fait d'avoir un peu une estimation de la biomasse. Parce qu'on fait aussi des relevés de biomasse adventice et biomasse de culture dans 3 cadres, mais c'est des relevés qui sont assez fastidieux à faire. On doit ensuite tout sécher, peser, ça prend du temps, c'est assez lourd à mettre en œuvre sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'on a développé cette méthode d'estimation du volume dans l'objectif de peut-être à terme pouvoir faire moins de prélèvements de biomasse. Et donc voilà, ici j'ai décrit un peu les différentes classes. Donc on va noter les adventices et elles sont entre 0,1 à une plante par mètre carré et ça va jusqu'à est-ce qu'on envoie plus de 250 plantes au mètre carré. Et ici c'est un schéma donc de cette méthode volume. En fait, on a un cadre dans le sol qu'on pose sur la surface du sol et on va mesurer la hauteur de la culture. Et dans ce cube, en fait, qui est formé entre le sol et la hauteur de la culture, on estime qu'il y a peut-être 5% d'adventices et là, par exemple, 40% de culture. Donc, c'est une estimation visuelle. On le fait aussi à plusieurs pour essayer de se calibrer. Et donc, on essaye d'être au plus juste. Et ensuite, donc, il y a un suivi des sols et des rendements qui est fait sur la parcelle. Donc en 2021, on a fait des mesures donc, de pH, de carbone organique, d'azote total dans le sol, voilà tous les éléments minéraux ici, que vous voyez ici, et également de la texture. Et puis au niveau des rendements, en fait, on fait une récolte. Donc chaque micro-parcelle fait 9 mètres de large et 28 mètres de long. Et on récolte en fait 2,10 m au centre de la parcelle, dans les zones où on n'a pas fait les prélèvements de biomasse pour les adventices. Et ensuite, on récolte le reste de l'essai avec la moissonneuse de la ferme. Donc là, c'est les premiers résultats sur la partie sol. Donc en fait, dans chaque micro-parcelle, donc qui fait à chaque fois la longueur, on a, donc ça c'était le technicien Yves qui l'a fait, il a fait donc des prélèvements de sol dans chaque parcelle. Et ici, donc, vous voyez en haut, la première ligne, c'est le pourcentage d'argile. La deuxième ligne, c'est le pourcentage de limon. Et la troisième ligne, c'est le pourcentage de sable. Donc, on voit que c'est en majorité, c'est un sol limoneux. On est en moyenne à près de 47% de limon. Mais on a quand même une certaine variabilité. Voilà, avec par exemple dans cette zone-là, un petit peu plus, un petit peu moins de sable par contre, et un petit peu plus d'argile. Et au contraire, ici, on a beaucoup plus de sable et un peu moins d'argile. Et donc, c'est vraiment pour ça que c'est important de randomiser, d'avoir ces 3 répétitions dans la parcelle, ce qui permet de toucher un peu les différents types de sols et de ne pas avoir des biais dans nos résultats. Ici, donc, j'ai fait la même chose pour le taux de matière organique. Donc là, on voit qu'on a quand même des différences assez importantes entre le haut de la parcelle, où on a des taux de matière organique de 2,2 et le bas, où on est plutôt autour de 3. Et donc, si vous vous souvenez, la première photo que j'ai présentée, le bois, en fait, il est situé là. Toute cette zone-là et ici, à droite et en bas, c'est la zone où il y a le bois. Et on voit quand même l'impact. Voilà, on a souvent des résidus de feuilles en fait, qui tombent sur ces micro-parcelles. Et du coup, on voit qu'il y a quand même sur la matière organique un effet. Et ici, c'est au niveau du pH. Donc, en moyenne, on a un pH de 7,6. Et là aussi, on a une grosse variation avec des zones en haut beaucoup plus acides qu'en bas. Et des zones ici, on a des pH quand même très élevés, autour de 8. Donc là encore, on voit l'importance de la randomisation. Alors, maintenant, je vais vous présenter les résultats par culture. Donc, vous avez vu, il y a 6 cultures qui sont dans l'essai. On va aller selon la rotation, donc en partant du blé jusqu'au soja, si je ne me trompe pas. Et ensuite, je ferai aussi une petite synthèse à l'échelle pluriannuelle, quelles conclusions on peut avoir. Donc le blé, on a cultivé le blé les 3 premières années d'essai. Donc c'est une information aussi qui est importante parce que pour les stratégies en ASD ou sans herbicide, on émet toujours l'hypothèse que dans le sans herbicide, si on a des échecs certaines années, on va augmenter notre stock semencier et du coup on peut avoir des répercussions les années d'après. Donc là, les 3 premières années, c'était les années aussi où, en tout cas, voilà, on partait d'une parcelle qui était conduite labourée avec herbicide juste avant. Donc sur cette culture, on a déjà fait une publication. Donc je vous ai mis le lien ici si vous voulez aller un peu plus loin. Et du coup, je vais présenter les schémas en anglais. Voilà, c'est que pour cette culture-là. Après, je repasserai au français.
mais juste pour vous prévenir. Et puis donc là, voilà, c'était quelques photos du blé. Donc ici, après les hersages de printemps en mars 2022, et puis là, le sous-semis de trèfle. Donc là, je vais vous présenter qu'est-ce qui a été mis en œuvre. Donc là, sur les stratégies labourées, donc sans herbicide ou avec l'herbicide, on avait la première année donc un labour suivi d'un semis combiné, donc herse rotatif semoir. Dans la stratégie sans herbicide, on a passé 2 passages de hersétrie rotative, les 24 février et les 20 mars. Là, dans la stratégie labour herbicide, c'était la première année, il n'y avait pas énormément d'herbicide, donc on s'est dit, bon, bah, pas besoin de mettre d'herbicide, on y va avec une hersétrie. Et dans la stratégie labour réduit herbicide, là, on s'est dit, bon, peut-être que dans le futur, on diminuera le labour, donc on anticipe en mettant un herbicide. Et puis, dans les stratégies travail du sol réduit, là, on a testé l'électro-herbe pour éviter, en fait, voilà, toujours pareil, c'était la première année, donc on s'est dit autant pas toucher le sol si on peut. Et puis ensuite, donc, on a fait un semi-direct suivi par des passages de hersétrie. Et pour le semi-direct, là, on a testé aussi une autre méthode, la vapeur sèche, qui est utilisée en fait beaucoup sur les voies ferrées. Et là, donc, on a utilisé un herbicide. Ensuite, donc ça, c'était la première année. La deuxième année, ce qui a changé, c'est qu'on a... Donc là, il y a une erreur, hein. Il n'y a pas 2 fois la herse rotative. Je suis désolée, j'ai mise là, c'est une erreur. Il y a eu 3 fois, en fait, 3 passages de hersétrie parce qu'on a voulu semer un sous-semis. Donc, on a utilisé un 3e passage pour semer le sous-semis fin mars. Et puis 2021, donc c'était l'année, je disais tout à l'heure, où il a beaucoup plu à l'automne. Donc, on n'a pas pu intervenir. Enfin, déjà, on a eu des mauvaises levées, donc on a eu pas mal de trous et des adventices en fait qui ont profité des espaces où il n'y avait pas eu de levée. Donc, on a décidé de faire les herbicides à l'automne, alors que l'année d'avant, on les avait plutôt fait au printemps, rattrapage, comme c'était propre à l'automne. Et en semi-direct, donc là, on ne mettait pas de glyphosate en 2021 parce qu'on avait, voilà, il n'y en avait pas besoin, donc on a fait un semi-direct suivi d'une post-levée. Et puis en 2022, donc là, on était sur une année sèche, donc autant à l'automne qu'à l'hiver. On avait une pression adventice un peu plus élevée que les autres années. Donc on a inséré des hersétries à l'automne. Donc on a fait voilà, jusqu'à 3 passages dans les 2 stratégies qui étaient donc depuis 3 ans sans aucun herbicide et suivi de 2 passages au printemps. Donc là, c'est vrai qu'il y avait à la fois l'effet de l'année, le fait d'avoir un temps sec et le fait d'avoir une pression adventice qui commençait à augmenter, qui a fait qu'on a eu des itinéraires assez intensifs. Et en semi-direct, on a aussi commencé à mettre en place un glyphosate parce qu'on voyait que c'était nécessaire. Donc au niveau de la composition floristique, on a 91 espèces d'adventices qui ont été retrouvées dans le blé, donc sur les 3 années et les 5 stratégies. On a une dominance véronique de Perse, matricaire camomille et capselle bourse à pasteur, donc dans des densités assez faibles, hein, on est environ à moins de 5 plantes au mètre carré. Donc ça, c'est en général sur les 3 périodes de relevé. Et puis en post-désherbage de printemps, on voit en fait ici, donc là, on est sur la partie semi-directe. Et là, en 2022, on est ici sur la partie travail du sol réduit et ici sur la partie semi-directe. Et on voit qu'on a un peu plus de graminées. Donc, c'est ici en marron, c'est le panique pied coq. Et ici en rosé, c'est le pâturin annuel. Donc, on voit que voilà, les densités de graminées sont un petit peu plus élevées sur cette stratégie. Et on a également du liseron des champs voilà, qu'on n'a pas sur les autres stratégies. Et puis ensuite, quand on regarde juste avant la récolte, on voit que cette tendance à un petit peu plus de graminées, elle est toujours présente, donc à la fois dans le travail du sol réduit et dans le SD. Mais voilà, on a quand même une petite variabilité selon les années. En 2021, par exemple, dans le SD, on n'avait pas d'adventice. Donc graminées, et puis également, là, ce qu'on voit en violet, c'est le plantain majeur qui se développe aussi
plus particulièrement dans les systèmes de travail réduit. Donc ici, c'est les résultats adventistes. Donc ce que vous voyez là en bleu, c'est le modèle qu'on a appliqué. Donc en fait, on a à la fois utilisé comme effet l'effet année, donc c'est-à-dire une année de mise en œuvre de la stratégie, 2 années ou 3 années. Donc il y avait vraiment une variable continue en fait. C'était pas seulement l'effet année météo, mais plutôt l'effet de nombre d'années où la stratégie est mise en œuvre et l'effet de la stratégie en elle-même. Donc, on voit que là, c'est le résultat sur la biomasse. Donc, on utilise comme indicateur le ratio de la biomasse adventice sur la biomasse totale, donc culture plus adventice. Ce qui nous permet de prendre en compte la biomasse de la culture qui a un effet sur la compétition. Donc, on peut avoir des faibles biomasses d'adventice, mais si la culture a plutôt aussi une biomasse faible, on peut s'attendre à plus de compétition que si on a une biomasse adventice petite et une biomasse culture beaucoup plus grande. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cet indicateur. Donc ce qu'on voit, c'est que tant en utilisant ce ratio de biomasse qu'en utilisant le ratio de volume, donc l'autre méthode qu'on a testée, on n'a pas de différence significative entre les 5 stratégies et les 3 années. Donc, c'est important de bien comprendre qu'il y a à la fois cet effet des 3 années et l'effet stratégie. Parce que ici, par exemple, on peut voir que dans le semi-direct, on a en effet une biomasse plus élevée les 2 premières années. Mais si on regarde l'évolution au cours du temps, elle n'est pas significativement différente que l'évolution au cours du temps qu'il y a eu dans une stratégie labour herbicide. Donc la seule différence qu'on a observée, c'est au niveau de la densité. On voit là qu'on a une différence entre la stratégie sans herbicide labouré, où il y a au cours du temps une augmentation de la densité, et en comparaison, la stratégie avec labour occasionnel et herbicide réduit a maintenu en fait une densité faible au cours du temps. Mais ce qui est important de retenir, c'est que malgré qu'on ait une densité plus élevée dans la stratégie sans herbicide, on ne le retrouve pas dans la biomasse. Donc, on peut avoir en fait un grand nombre d'adventistes, mais qui sont à des stades très précoces, ce qui fait qu'on a une compétition avec la culture qui finalement ne se retrouve pas quand on regarde le ratio de biomasse. Et ici, donc, c'est le nombre d'espèces différentes retrouvées. Et là encore, on n'a pas de différence significative entre les 5 stratégies. Ici, en fait, c'est pour vous montrer, donc on a comme résultat pas de différence, mais pour atteindre ce résultat, en fait, au cours du temps, on a augmenté l'intensité de nos pratiques. Donc, dans les stratégies sans herbicide, on n'avait que 2 passages de RC-Tri la première année, puis 3 la deuxième année, puis 5 la troisième année. Donc, on est de plus en plus intensif. Et dans la stratégie en semi-direct, on avait les 2 premières années qu'un seul herbicide, et la troisième année, on a dû rajouter un glyphosate. Donc, du coup, voilà, ça nous a posé la question, comme c'était les 3 premières années d'essai, est-ce qu'on va réussir à maintenir ces systèmes dans la durée parce qu'à un moment, on ne va pas réussir à augmenter indéfiniment l'intensité des pratiques. Et puis en termes de rendement, donc en fait, là vous voyez donc les lignes horizontales, c'est le rendement moyen suisse pour les 3 années. Donc ici en 2020, ici en 2021 et ici en 2022. Ce qu'on voit là, c'est qu'on a un effet significatif de l'année. Donc entre 2020, 2021 et 2022, en fait, c'est 2022 qui décroche. On a un rendement en dessous de 50 décitones en 2022. Donc là, il y a en fait, c'est pas un effet des adventistes, c'est un effet de la sécheresse qu'on a eue en 2022 qui a vraiment fait réduire le rendement, quelle que soit la stratégie. Alors qu'en 2020 et 2021, on avait des rendements qui étaient un peu plus autour de la moyenne, voire même au-dessus de la moyenne suisse. Donc, ce qui est important de voir, c'est qu'en tout cas, l'effet nombre d'années de mise en œuvre de la stratégie et stratégie n'est pas significatif. Donc, on a bien des résultats similaires entre les 5 stratégies au cours du temps. Et puis, on a essayé de tester également la perte, enfin, là, c'est une corrélation en fait entre le rendement et la biomasse adventice. Et ce qui avait pour but d'essayer d'estimer les pertes de rendement vraiment que dues aux adventices, pas dues au climat.
ou à d'autres facteurs. Donc, on a réussi à mettre en œuvre une relation seulement mettre en évidence une relation seulement en 2021, où on avait donc une baisse de rendement en fonction que la biomasse adventice augmentait. Par contre, en 2021 et 2022, on n'a pas réussi à mettre en évidence, décidément, pardon, cette relation, donc due en fait à d'autres effets qui étaient beaucoup plus importants que les adventices. Donc 2022, la sécheresse, et 2021 aussi des aléas climatiques plutôt liés à une forte pluviométrie. Donc pour 2020, on a quand même atteint des niveaux de perte de rendement pour les stratégies en travail du sol réduit sans herbicide de 19%. De 16% pour la partie, non pardon, 19% pour la partie semi-directe, 16% en travail du sol réduit sans herbicide, 9% pour la partie labourée sans herbicide. Mais il n'y avait pas de différence statistique parce qu'une grande variation entre les répétitions et les années. Donc, je vais maintenant passer à la culture de betterave. Donc, la betterave, on l'a cultivée les 3 années suivant le blé, donc entre 2021 et 2023. Ici, donc c'est le Robovator, c'est un robot qu'on a utilisé dans les stratégies sans aucun herbicide, qui va en fait avoir un système de couteau sur le rang qui s'actionne et qui permet en fait de détruire les adventices entre les betteraves. Et on n'avait pas cette machine les 2 premières années, on a pu la tester que la 3e année en 2022. C'est un système en fait qui par caméra va détecter la betterave et va actionner le couteau lorsqu'il n'y a pas de pied de betterave. Et donc, ce que je disais au début, je vous expliquerai pourquoi il y avait des trous, c'est que la caméra n'est pas encore 100% fonctionnelle. Donc, on a eu aussi des cas de betteraves qui ont été coupés par les couteaux de la machine. Mais néanmoins, ça nous a quand même permis de sauver les stratégies sans herbicide. Donc ici, la stratégie labourée sans herbicide le 17 mai, lorsqu'on a fait le second passage de la machine. Donc, en termes de résultats au niveau des adventices, donc là, j'ai utilisé seulement le ratio de la biomasse adventice sur la biomasse totale. Donc, vous voyez que là, dans les stratégies labourées, donc labourées avec herbicide, c'est là où on a les ratios les plus faibles. Également dans la stratégie labour réduit, mais dans le cas des betteraves, on avait utilisé le labour. Et ensuite, on a le labour sans herbicide, où là, on a des biomasses un petit peu plus élevées, mais voilà, pas encore catastrophiques. Et puis là, par contre, dans la stratégie travail réduit du sol sans aucun herbicide, donc là, on voit en fait l'évolution au cours du temps. Donc en 2021, en fait, on a dû broyer les betteraves parce qu'on avait beaucoup trop de raies gras. On était presque à 100% de la biomasse en raies gras. La 2e année, en fait, on a commencé à intégrer du herçage à l'aveugle, ce qui nous a permis de maîtriser un petit peu mieux les adventices. Et la 3e année, donc, on avait du herçage à l'aveugle et du sarclage sur le rang et sur l'interrang. Et là, on a réussi à atteindre des niveaux similaires aux stratégies labour sans herbicide, voire même similaires à ce qu'on pourrait avoir en labour avec herbicide, si on regarde les écarts types. Et puis, dans la stratégie semi-directe, on a des niveaux d'adventices qui sont à peu près similaires à la stratégie labourée sans herbicide. Et on a quelque chose, en tout cas, qui est assez stable dans le temps. Au niveau des rendements, donc là, vous voyez, en bleu, c'est l'année 2021, donc qui était plutôt pluvieuse. Et en comparaison, les années 2022 et 2023 qui étaient très sèches. Donc là, c'est exprimé en rendement en sucre. Donc, j'ai fait le ratio tonnage de betterave fois la richesse. Et donc, on voit en fait que l'effet en fait, de la météo 2022-2023 a été très fort, quoi, a entraîné une réduction du rendement, ce qui ne nous permet pas, en fait, ça a un peu écrasé la distinction qui aurait pu y avoir des différentes stratégies de gestion des adventices. On voit quand même l'effet dans la stratégie réduction du travail du sol sans herbicide. Le fait de maîtriser de mieux en mieux au cours du temps les adventices a fait qu'on a réussi à gagner un petit peu de rendement. Donc là, voilà, c'est de nouveau le tableau qui montre
l'augmentation de l'intensité des pratiques, donc notamment désherbage mécanique, où on était à 3 passages de sarcleuse en 2021, on est passé à 3 passages de sarcleuse plus une hercétrie en 2022. Et en 2023, on était à 6 passages, puisqu'on avait le passage de herse étrier à l'aveugle, plus on a fait 4 sarclages, donc à la fois avec le robovator, plus un sarclage que sur l'interrang en fin de cycle. Et on a aussi utilisé la machine à pneus. Donc là, c'était plutôt, en fait, en juillet, on arrachait les chénopodes ou le régrat qui était au-dessus de la culture pour pouvoir éviter en fait qu'il y ait des remontées, enfin des tombées des graines au sol et un enrichissement du stock grainier. Et pour la partie semi-directe, on voit que là aussi, on a une augmentation avec, donc on est passé de 3 splits à 5 splits avec mise en place du glyphosate, notamment la troisième année. Alors, je vais pas décrire tous les ITK parce que je vois que le temps passe, donc on pourra en parler après en discussion si vous voulez. Donc, je vais passer directement sur la culture suivante, le pois protéagineux, donc là qui a été cultivé en 2022, 2023 et 2024. En 2024, la problématique qu'on a eue, c'était donc un printemps assez humide et du coup le pois qui n'apprécie pas trop l'humidité et notamment, enfin d'autant plus qu'on est dans une parcelle assez humide. Donc des ronds en fait, voilà, de pois dans des zones hydromorphes. En 2023, donc là on était en année sèche, on a pu bien utiliser les RC-Tri, mais on voit quand même les pertes de pieds à cause du désherbage mécanique. Et puis en 2023, sur les stratégies où il n'y avait pas eu de labour, en fait on a eu un souci parce qu'on avait semé un couvert de radis avoine entre les betteraves et le pois. Ce qui a fait en fait qu'on a eu des repousses de radis dans le pois qui étaient vraiment assez abondantes. Donc on a utilisé la machine à pneus pour essayer en tout cas d'éviter la mise en graines dans le sol. Mais voilà, ça a quand même été un facteur très problématique dans l'établissement du rendement du pois. Donc au niveau des résultats adventices, on a donc des niveaux d'adventice très faibles dans les stratégies labourées, que ce soit sans herbicide ou avec herbicide. Donc nos stratégies avec RC-Tri ont été quand même très efficaces pour la gestion des adventices. Et donc là, on était en 2023-2024, on n'était pas labouré sur la partie labour réduit. Et donc là, on voit voilà, l'effet du radis qui a vraiment fait augmenter entre 2022 et 2023. On a augmenté nos biomasses adventices à cause de cette repousse de radis issue du couvert. Et en 2024, on avait aussi voilà, un pois en fait, qui végétait, qui poussait très mal et une augmentation des adventices en parallèle. En termes de rendement, donc on a là encore un effet climat en 2024 avec des rendements plus faibles à cause des zones hydromorphes. On voit que dans les stratégies sans désherbage méca, donc juste avant, on a vu qu'il y avait une bonne efficacité sur les adventices, mais par contre, on a aussi eu beaucoup de dégâts de culture, ce qui fait qu'on a des rendements plus faibles qu'en stratégie avec herbicide, donc ici et ici. Et en termes d'intensité, on n'a par contre pas d'augmentation de l'intensité. Donc là, vous voyez, en 2022, on avait plus de passages de désherbage méca, mais c'était parce qu'on était cette année-là en poids d'hiver et on est finalement passé sur une stratégie en poids de printemps les 2 années suivantes parce que c'était plus adapté à la parcelle. Et ensuite, donc sur le colza, donc là, on a fait que 2 années de colza parce que donc en fait cette année c'est la 3e année de l'essai, donc on pourra avoir les résultats dans un an. Et donc, c'était les 4e et 5e années de mise en œuvre des stratégies. Donc là, on commence à se dire, est-ce que dans les stratégies sans aucun désherbage chimique depuis 4 ans et 5 ans, voilà, est-ce qu'on arrive toujours à maîtriser cette flore adventice?
Donc, on a eu une année 2023 qui était plutôt favorable au désherbage mécanique. On a pu intervenir 2 fois à l'automne dans les colzas avec le sarclage. Donc là, c'était dans les stratégies travail du sol réduit sans herbicide. Et on a aussi eu des très bonnes conditions dans les systèmes semi-directs et labour réduit où on a aussi misé sur un sous-semis. À la fois durant la pousse à l'automne et à la fois avec une bonne destruction grâce au gel pendant l'hiver. Donc, on a eu une bonne réussite du colza en 2023. Et en 2024, c'était un petit peu plus compliqué parce que à l'automne 2023, on a eu des conditions très humides. Donc là, c'était le 21 septembre 2023, on n'avait toujours pas réussi à sarcler, donc on commençait un petit peu à stresser. Finalement, on a réussi à sarcler le 28 septembre, donc c'est dans des conditions limites, mais ça a permis, voilà, là on a la même parcelle le 16 octobre. Donc, on voit voilà, que le colza a complètement repris le dessus et a bien fermé les rangs. Et donc là, c'est la même, c'est dans la stratégie donc travail du sol réduit où on avait une densité adventice encore plus importante. Mais grâce au sarclage, on a également réussi à reprendre la situation en main. Et puis en 2024, par contre, sur la stratégie semi-directe, on a été très embêté de nouveau par ces radis, donc les radis qui dataient de 2 ans auparavant, qui donc avaient grainé dans le poids et étaient retombés au sol et du coup ont complètement colonisé la parcelle de colza en 2024. Donc là, voilà, c'était l'état de la parcelle le 26 octobre et en parallèle, on a eu des gros dégâts de limaces. Donc on a finalement dû broyer cette parcelle parce qu'on avait vraiment trop de pieds en sortie d'hiver. Enfin, pas assez de pieds en sortie d'hiver. Donc, au niveau des adventices, donc on voit on a vraiment une bonne maîtrise des adventices dans les différentes stratégies, et notamment en stratégie travail réduit du sol sans herbicide depuis 4 et 5 ans, on arrive quand même à avoir des niveaux très bas de ratio de biomasse. Et là, on voit donc en 2024 le niveau très élevé donc, qui est dû à ce radis. Et en termes de rendement, donc on voit aussi qu'on n'a pas de différence entre les stratégies en termes du rendement. Et malgré l'automne 2023 qui nous a fait un peu peur, le colza a vraiment bien rattrapé par la suite. Donc on a eu des résultats assez satisfaisants. Et on n'a pas eu d'augmentation du nombre de passages mécaniques ou de nombre d'interventions chimiques sur cette culture. Ensuite, donc sur l'orge, donc là, l'orge, on l'a cultivé la première année en 2020 et ensuite en 2023. Donc c'était intéressant parce qu'on avait finalement un gros laps de temps entre la première année d'essai en orge et la deuxième année d'essai en orge. Et donc là, sur cette 4e année d'essai, on a commencé à voir sur les stratégies en semi-direct donc cette infestation de vulpes qu'on n'avait pas du tout au début de l'année, enfin de l'essai. Donc, comme c'était en semi-direct, on a quand même pu mettre en œuvre une stratégie chimique adaptée à la vulpie, mais un peu trop tardivement pour qu'il y ait une bonne efficacité. Mais en tout cas, pour la dernière année d'essai, on l'a vraiment pris en compte. Et puis, c'est la première année en fait où on a eu vraiment une différenciation de la flore. Donc là, sur les photos, on ne voit pas très bien, mais sur la partie labour sans herbicide, on a eu plutôt une dominante vulpin. Sur la partie travail réduit du sol sans herbicide, on était plutôt régras et pâturin commun. Et sur le semi-direct, on avait une dominante de vulpie. Et puis, les résultats, donc là, c'était au printemps. Les photos juste avant, c'est en pré-récolte. Vous voyez qu'au printemps, en fait, même s'il y a cette différenciation, les niveaux en termes de biomasse sont restés très bas. On a une augmentation en 2024, mais voilà, qui reste relativement faible. Et en termes de rendement, donc là, on a un effet année qui est assez important. Donc, entre 2020, où on avait voilà, des rendements entre 90 et 100 décitonnes, et 2024, où on est plutôt à des rendements autour de 60, on voit qu'on a une baisse importante.
Par contre, on n'a pas de différence entre les stratégies pour l'année 2020 et pour l'année 2024, on a les stratégies travail du sol réduit sans aucun herbicide, donc depuis 5 ans, et semi-direct qui sont légèrement en retrait. Donc là, de nouveau, on n'a pas eu d'augmentation d'intensité des pratiques. Et puis, pour terminer, le soja. Donc là, la problématique en soja, c'est que sur la parcelle, on avait beaucoup de panique pied de coque qui s'est donc vraiment bien installé parce qu'il est assez adapté pour la culture de soja. Et sur l'interrang, on arrivait à le gérer avec la sarcleuse, mais par contre, sur le rang, vous voyez que c'est très compliqué. Néanmoins, on voit que voilà, le soja prend quand même le dessus au cours du temps. Et par contre, on avait cette problématique dans la stratégie semi-directe de tassement et du coup voilà, de développement très faible du soja. Donc les résultats adventistes, donc on voit que la biomasse était relativement faible, hormis pour cette stratégie de semi-direct tassé. Et en termes de rendement, on a donc en 2020 pas de différence entre les stratégies et en 2021, on a donc le semi-direct qui chute par rapport aux autres stratégies. Et là encore, on n'a pas eu d'augmentation, on a plutôt eu une diminution de l'intensité des pratiques et en fait des conditions météo 2021 qui étaient beaucoup plus favorables au soja. Voilà, donc j'ai juste encore 2-3 slides pour faire une synthèse par rotation. Donc l'idée, en fait, c'était de voir justement comment des événements qui se sont passés en début de rotation ont un impact sur tout le reste du temps. Donc dans la rotation A, où on a commencé par le blé, c'était dans cette rotation où on a eu dans la stratégie travail du sol réduit sans herbicide, un envahissement de raies gras et pas de récolte possible de betteraves. Donc la conséquence, c'est que l'année suivante, dans le pois, toujours dans cette même stratégie, on avait fait un semis d'automne et on a été de nouveau envahi par le raies gras. On n'a pas réussi à le maîtriser avec des passages successifs de RC tri. En fait, on avait vraiment des repiquages de raies gras, donc la RC tri n'avait pas d'effet. Donc on a dû ressemer au printemps. Malgré tout, ce ressemis au printemps a permis d'atteindre des rendements qui étaient similaires aux autres stratégies. Et ensuite, en 2023, dans le colza, on a eu des très bonnes conditions météo, on a pu sarcler. Donc finalement, on a réussi à rattraper ce raies gras qui avait envahi les années précédentes la parcelle. Et on a juste observé dans l'orge quand même ce raies gras qui ressortait en fin de cycle dans la stratégie, mais sans impact important sur le rendement. Et par contre, la vulpie qui a commencé à apparaître en semi-direct dans le colza, du coup, est devenue vraiment impactante dans l'orge. Et donc, je vais vous montrer en fait. Donc là, on est ici, voilà, c'était la récolte de l'orge au mois de juillet cette année, enfin juste après. Donc, vous voyez vraiment que ça fait des tapis de vulpie. Ensuite, on a semé un couvert dans la foulée de la récolte. Donc, je crois que c'était autour du 5-6 juillet. Et là encore, on voit que cette densité, en fait, ce mulch de vulpie a vraiment freiné la levée du couvert végétal. On avait aussi ici de l'épilobe qui était assez envahissante. Et donc, on a choisi de broyer ce couvert pour semer le couvert relais de seigle. Donc, habituellement, en fait, on semait directement. Voilà, là, on a décidé de broyer, notamment à cause de l'épilobe. Mais voilà, au 10 octobre, le seigle était pas encore levé, donc on espère qu'il va réussir à s'en sortir malgré le tapis de vulpie. Et puis sur la rotation B, donc là, les problématiques ont été différentes. C'est toujours la même succession, sauf qu'on a commencé par l'orge. Ensuite, dans le soja, c'est là où on a testé l'électroherbe et donc on a eu ce tassement important. On a eu aussi une erreur au niveau de l'application Glypho qui a été mis sur une modalité, une stratégie sans herbicide par erreur.
Et donc dans le blé, il n'y a pas trop eu d'incidence. Par contre, dans les betteraves en semi-direct, 2 ans plus tard, on a eu vraiment une perte de rendement, des difficultés à la lever dans cette zone tassée, malgré qu'on ait décidé d'utiliser un strip-till, justement parce que le sol était vraiment très compacté. Et on a aussi eu un fort développement de liaison. Et donc, actuellement, on voit là, c'était les colzas le 19 septembre, sur cette zone-là, semi-direct, qui a eu du tassement, donc il y a 4 ans. Donc, on voit que le liseron se développe vraiment beaucoup dans la parcelle. Le colza a un développement vraiment très faible. Et donc là, environ 1 mois plus tard, on voit que le colza commence à prendre le dessus, mais il est quand même assez en retard par rapport aux stratégies qui sont à côté. Et dans la rotation C, donc là, c'est là qu'on a eu notre problématique de radis avoine entre les betteraves et le pois, qui a donc infesté les 3 stratégies qui n'étaient pas labourées dans le pois, et qui est encore ressorti dans le colza l'année d'après. Donc là, on a dû broyer le colza parce qu'on avait une infestation. Par contre, l'avantage, c'est que on a broyé notre colza et on avait fait un sous-semis de trèfle à l'intérieur, enfin en dessous. Et donc là, on a semé l'orge en direct dans notre trèfle préalablement régulé. Et donc là, c'est les photos au 21 octobre. On est assez satisfait. On a l'orge qui a bien levé. Et là, on n'a pas du tout de problème de vulpie. Donc finalement, en fait, dans ce bloc, on a sacrifié le colza, mais on a réussi à vraiment bien gérer et à pouvoir faire un semi-direct sous couvert qui semble prometteur. Et donc là, en parallèle, c'est les photos donc dans les stratégies travail du sol réduit sans herbicide et ici dans la partie labourée. Donc on voit qu'en fait, c'est pris le même jour. On a un stade de l'orge un petit peu moins élevé que dans la partie sous-humide de trèfle. Et puis surtout, vous voyez, c'est très humide. Donc on a des zones voilà, qui sont encore bien gorgées d'eau. Et puis là, on a testé dans la partie labour réduit avec herbicide. On a testé un semis d'orge sous couvert vivant. Donc là, voilà, on a semé directement en se disant qu'on pourrait réguler avec des herbicides un peu plus tard. Donc voilà, c'est aussi la dernière année d'essai. Donc on s'est dit c'est le moment de tenter et de prendre un peu plus de risques. Donc voilà, donc en conclusion, sur les céréales et les oléoprotéagineux, on n'a pas, ou en tout cas des faibles différences de rendement, en tout cas qui ne semblent pas statistiquement différentes compte tenu des écarts types, en termes de rendement et aussi d'abondance biomasse en adventice. En revanche, on a quand même des cas particuliers qui sont liés à certaines années, notamment dans les stratégies semi-directes, TCS et labour sans herbicide, où on a des années voilà, où il y a eu des échecs. Et on doit encore travailler sur la différenciation de la flore qu'on commence à voir apparaître là au bout de 5 ans, mais voilà, qu'on n'a pas encore analysé. Dans les betteraves, là, on voit que la stratégie sans aucun herbicide, sans labour est vraiment difficile. On n'arrive pas à obtenir des rendements satisfaisants et on a 2 années sèches qui lissent un peu les différences, donc qui ne nous permet pas de mettre bien en évidence les différences entre les stratégies. Concernant l'intensification des pratiques, donc finalement, on la voit que dans le blé et les betteraves. Ça, c'est pas confirmé au cours de l'essai dans les années qui ont suivi. Donc peut-être lié aussi aux années sèches 2022-2023 où ces 2 cultures étaient présentes. Et donc on peut dire que c'est possible de gérer les adventices sans perte de rendement en réduction du travail du sol et des herbicides. Par contre, ça demande vraiment de gérer les accidents de parcours qui peuvent avoir des conséquences. Et il faut s'attendre, voilà, pas des réussites toutes les années. Et donc les perspectives pour l'essai, donc là on a déposé un projet du Fonds national suisse pour la recherche pour faire des analyses microbiologiques du sol et vraiment voir concrètement est-ce que dans le semi-direct ou le travail du sol réduit, on a amélioré la microbiologie du sol et on peut aussi émettre l'hypothèse que dans les stratégies sans herbicide, on a peut-être aussi une amélioration.
On veut également faire une analyse économique, puisque vous avez vu, selon les stratégies, on a été plus ou moins intensif, et du coup, voir quel est l'impact au niveau économique, et pousser donc l'analyse sur la diversité fonctionnelle des adventices. Et puis donc là, on finit la récolte de cette année l'essai. Donc l'idée, c'est aussi de réfléchir à la suite. Quelle reconception on peut imaginer? Est-ce que on essaye d'aller vers une plus forte différenciation des stratégies et notamment différencier les rotations, tout ce qui concerne les dates de semis, le choix des variétés, également la gestion de l'azote. Et puis, quid de la betterave à sucre? Il me manque une partie de la phrase. Où là, on a vraiment, une, enfin, vraiment des grosses contraintes. On n'arrive pas à faire cette culture sans travail du sol ni herbicide. Donc, est-ce qu'il faut la remplacer dans la rotation voilà, en admettant qu'on n'arrive pas actuellement à faire cette stratégie dans cette culture. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vais juste remettre le Mentimeter pour une dernière question. Voilà, donc en fait, ça m'intéressait d'avoir, après tout ce que j'ai présenté, d'avoir un peu vos retours sur vos idées en fait pour la suite de l'essai Herbiscope, quelles pourraient être les améliorations à faire. Et également, quelles analyses peut-être il vous manquerait, qu'est-ce que vous aimeriez avoir plus en détail? Donc c'est le même code que tout à l'heure, c'est menti.com, vous pouvez y accéder par smartphone ou par ordinateur. Et le code, donc c'est 87 35 25 18. Et puis je ne sais pas si Martin, tu veux commencer aussi en parallèle les questions pendant que les gens écrivent. On posera les questions après, une fois que tu auras traité les retours qui arrivent. Ouais, alors du coup, je peux un peu dire en même temps. Ouais. Donc, plantation de la betterave, ça se fait en Suisse, donc plutôt chez les agriculteurs en agriculture bio. C'est assez coûteux, mais c'est vrai que bah, au niveau d'une perspective gestion des adventices, ça permet de bah, tout de suite créer un décalage entre le développement de la betterave. Donc, c'est clair que c'est une technique qui peut être efficace. Et puis, les essais en système légumier, donc on a une autre équipe qui travaille sur tout ce qui est maraîchage, qui est plutôt en Suisse alémanique. Bah, c'est vrai que ouais, ne pas avoir une rotation figée, ça a été beaucoup de discussions parce qu'on, ben, voilà, là, dans les premières années d'essai, en tout cas, on a essayé de, bah, pour le coup, de rester un peu figé. Donc, justement, parce qu'on voulait voir, par exemple, dans le cas des betteraves, bah, avoir vraiment des références. Est-ce que on arrive à récolter ou pas? Mais c'est vrai que sur une parcelle agricole, sûrement qu'il y aurait eu un retournement de la parcelle beaucoup plus tôt, dès lors que l'infestation de raigrette est importante. Et on peut se poser la question si dans nos essais, on peut imaginer un protocole qui nous permet d'être un peu plus flexible et du coup plus durable dans nos stratégies. Et oui, sur la fertilisation aussi, un truc que j'ai pas dit, c'est qu'on est donc sur une ferme expérimentale qui n'a pas d'élevage. Et du coup, on est sur une fertilisation pour le moment qui est 100% minérale. Ok, bon bah merci beaucoup pour vos retours. Je crois que ça commence à ralentir, donc je vais garder toutes ces idées. Là, on est en phase de reconception, donc c'est vraiment le moment où on peut un peu introduire des nouvelles choses. Merci bien.
Alors, Sandy, si tu veux bien, j'ai quelques questions. Oui, Et d'ailleurs, je veux bien. pour tous ceux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à en remettre dans le chat. Euh, Quelque chose qui a perturbé tout le monde au début, c'est quoi la technique de désherbage à la vapeur sèche? C'est... Eh oui. C'est une machine qui, en fait, propulse à la surface du sol de, de l'eau à très haute température, donc qui fait de la vapeur. Et du coup, c'est par l'intensité de la chaleur qu'on détruit les adventices. Et en fait, c'est une machine qui n'existe pas encore en grande surface que nous, on a pu utiliser parce qu'on a ces micro-parcelles, parce qu'en fait, elle faisait que 1,20 m de large, si je me souviens bien. Donc voilà, c'était juste un peu pour tester la technique. Après, on n'a pas été vraiment 100% satisfait, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas reconduit les autres années. Et question suivante, sur l'électroherbe, est-ce que tu peux donner dire à quoi ça sert, combien ça coûte de fuel, quelle vitesse d'avancement, ce genre de choses? Alors, je crois que j'ai plus trop en tête la vitesse d'avancement, mais je pourrais peut-être la donner a posteriori parce que je l'ai noté. Mais en tout cas, c'était très lent, ça, je peux le dire, mais je ne sais plus exactement la vitesse. Et assez consommateur d'énergie et aussi très lourd. Donc ça, c'est pareil, c'est pour ça qu'on l'a mis en œuvre en fait que la première année pour le tester. C'est efficace en tout cas sur les dicotes, ça marche, ça a bien marché. Par contre, sur les graminées, on a vraiment des efficacités moindres. On a un agriculteur qui l'avait aussi utilisé dans le cadre du réseau Pestired pour détruire une prairie avant betterave. Et donc sur le raisin, on n'avait vraiment pas d'efficacité. Ensuite, on a regardé aussi au niveau des vers de terre. On a fait des relevés vers de terre après l'utilisation. Donc là, on avait une diminution de la population après 2 passages et le jour même. Par contre, au bout de 2 jours plus tard et un mois plus tard, on avait la population de vers de terre qui était redevenue identique à celle qu'on mesurait sur une bande où il n'y avait pas eu l'électroherbe. Ok. Et donc, j'imagine dans tout la fertilisation, c'est pas un facteur qui a varié entre modalités, c'est ça? Non, voilà, ouais. En fait, c'est un essai qu'on peut dire entre un essai système de culture et un essai factoriel, dans le sens qu'on on fait varier des stratégies au cours du temps, mais plutôt sur des aspects travail du sol et herbicides. Voilà, on peut en tout cas discuter hein, largement cette décision, parce que ben voilà, on peut en semi-direct avoir besoin d'adapter la fertilisation différemment que dans des systèmes labourés. Et en termes de rotation, on pourrait aussi, par exemple, quand on voit que la betterave en système de travail du sol réduit sans herbicide est vraiment difficile à conduire, on pourrait très bien imaginer une rotation qui soit viable économiquement dans cette stratégie, mais où il n'y ait pas de betterave. Donc voilà, là, la première étape de l'essai, c'était un peu d'aller dans les extrêmes pour voir si on a une rotation qu'on utiliserait dans un système conventionnel, comment elle se comporte dans des systèmes de travail du sol réduit et en limitation d'herbicides. Mais c'est quelque chose qu'on peut remettre en cause aussi dans la suite. Ok. Et attends, j'avais une dernière question euh, qui m'échappe. Oui, est-ce que à la fin des années Herbiscope, vous allez refaire une tournée de pH de sol Oui, euh, pour voir si le donc semi-direct ouais. s'est acidifié en surface et par horizon, quoi. Mm. Oui, là j'ai présenté aussi que l'horizon 0,20, mais on avait fait aussi l'horizon 40-60 que j'ai pas présenté sur tous les mesures du sol. On les a fait sur 2 horizons. Et on va le refaire donc à l'automne prochain, donc pour voir l'évolution après 6 ans. Et puis on espère avoir ce fonds national suisse qui permettrait d'avoir des analyses plus approfondies, à la fois sur la microbio, mais aussi sur le stockage de matière organique et les types de matière organique.
Voilà, donc ça, c'est une autre équipe plutôt spécialisée dans les sols qui serait impliquée. Ok, et donc là, la ville t'est passée assez rapidement, mais si on fait un arrêt sur image, on a l'itinéraire technique précis, culture par Oui, culture, fertig, phyto et compagnie. oui, voilà. Ouais. Là, à chaque fois, j'ai détaillé pour les 3 années. Alors, par contre, c'est encore synthétisé dans le sens que, voilà, je n'ai pas mis les produits, les doses de matière active, le réglage de la machine, etc. Mais tout ça, n'hésitez D'accord. pas en fait à me contacter hein, si vous voulez plus de détails. Je suis disponible. Et au-delà de l'azote, donc PK aussi a été conduit de manière ISO, enfin similaire sur toutes les systèmes de culture. Oui. Ok. Et donc, ça me permet de rebondir sur la dernière question, peut-être dans ce cas-là. Si les gens veulent te contacter, ils te contactent comment? Eh bien, il y a mon adresse mail qui doit être à la fin, je pense. Ah, autant pour Ah, moi. oups. Non, pas de souci. Voilà, c'est Ah oui, effectivement. sandy.masson@agroscope.mine.ch. Voilà, donc vous pouvez m'écrire. N'hésitez pas. Peut-être les personnes qui avaient des questions sur l'électroherbe, vous pouvez aussi m'écrire directement, comme ça je vous répondrai de manière plus précise avec la puissance, etc. Que là, je n'avais plus en tête. Alors, une autre question qui vient d'arriver. Comment l'observation, au-delà des suivis, est-elle intégrée dans les règles de décision pour ajuster ses interventions? Quel genre de conséquences pour l'organisation du travail? Mm. Bah, c'est sûr que nous, donc comme j'ai dit au début, on est 6 personnes sur l'essai. Donc Nicolas et moi, on est les 2 personnes qui vraiment observent avant de prendre les décisions. Donc moi, j'y vais assez régulièrement, je dirais 1 fois par semaine environ, sauf dans des périodes où, entre guillemets, il y a plus rien à voir. Mais du coup, c'est sûr que c'est une station expérimentale, donc on a du temps dédié à l'observation et on travaille sur des micro-parcelles, donc forcément, ça prend moins de temps que d'observer une parcelle de 15 ou 20 hectares, si j'exagère au maximum. Donc, c'est sûr que, en tout cas, en plus, comme là, c'est aussi, voilà, ça fait 5 ans qu'on développe des techniques de réduction des herbicides et de réduction du travail du sol, donc on apprend énormément de choses, mais du coup, on a besoin de beaucoup observer, de regarder, tiens, quand j'ai fait ça, qu'est-ce que ça a donné, de voir quels adventices se développent que j'avais pas l'habitude de voir. Donc, j'imagine que quand ça fait 10 ans qu'on est dans ces systèmes, on a des choses qui commencent à se stabiliser et peut-être moins de temps d'observation nécessaire. Encore que peut-être les personnes qui sont dans ce cas peuvent donner leur avis, mais oui, en tout cas, il y a un temps d'observation, je pense, à prévoir dans l'organisation de ces activités. Mais il y a peut-être aussi des interventions qui se simplifient par ailleurs. Il y a en tout cas une nouvelle organisation, un nouvel équilibre à trouver. Oui. Et si on s'intéresse à la compaction des sols, est-ce que t'as pas les mesures, mais est-ce que tu considères que la compaction des sols est hors de contrôle dans les systèmes sans travail de sol ou la porosité s'est à peu près maintenue? Bah, dans les systèmes en semi-direct, voilà, hormis cette zone là où on avait la compaction, parce qu'aussi on est passé en conditions humides à l'électroherbe. On peut aussi passer l'électroherbe en meilleures conditions. C'est que là, on n'avait pas les super conditions. On a un tassement, mais on peut quand même aussi travailler dessus, même sans travailler avec le travail du sol. Le fait de semer des couverts diversifiés, d'enchaîner des couvertures relais pour avoir tout le temps un seul couvert, d'associer des sous-semis avec la culture. Peut-être aussi travailler sur des augmentations des densités de semis. Ça permet que voilà, on utilise l'effet racinaire pour décompacter. Après, voilà, nous, on a fait le choix dans cette partie qui était très compactée de passer un strip-till avant des cultures un peu plus sensibles comme le colza et la betterave. Mais par contre, dans les 2 autres blocs où on n'a pas eu ce problème de tassement initial avec l'électroherbe, on a des très bonnes porosités. Et bon, là, je ne vais pas montrer, mais on a fait des tests bêches cette année. C'était début septembre. Et on commence à avoir quand même des différences de porosité, enfin des différences de porosité, des différences de structure en tout cas, entre les stratégies. Et dans les systèmes labourés, on a quand même des déstructurations importantes, bah, du fait aussi qu'on est dans des sols limodeux, donc ils sont assez
sensibles à la déstructuration mécanique. On a en tout cas ouais, des zones. Enfin voilà, en tout cas, ma conclusion, c'est que pour le moment, de ce qu'on voit, le semi-direct n'est pas plus compacté que les autres stratégies. Et on espère pouvoir le mesurer de manière un peu plus scientifique avec les prochaines études sur le sol. Super. Bah, écoute, bah, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Bah, merci aussi pour la présentation de tes résultats d'essai. Donc, merci pour ton temps. J'ai fini de mon côté avec les questions. Donc, il me reste que à souhaiter une bonne soirée à tout le monde dans ce cas-là. Bah, merci beaucoup Martin d'avoir organisé cet événement. Et puis bah, merci à tout le monde d'avoir participé aux différentes questions. Et puis merci pour vos questions. Et voilà, peut-être dans quelques années pour la suite d'Herbiscope. Super mot de la fin. Bonne soirée à tous.